Ce type a créé la meilleure arme de tous les temps pour le héros, mais en retour, il n'a reçu que désespoir et trahison. Le héros tue non seulement le seul membre de sa famille, mais coupe aussi la jambe de son amour secret, alors il jure de se venger. À l'heure la plus sombre du royaume, une arme légendaire a finalement été révélée. Une épée de héros, née du feu et de la magie, attendait le seul guerrier digne de la manier et de changer le cours de la guerre. Cependant, une femme se met immédiatement en colère lorsque quelqu'un commente qu'elle ne ressemble à rien de plus qu'une épée ordinaire. Elle commence à expliquer que la lame est forgée dans le métal mythique connu sous le nom d'Eoric Bal. Non seulement elle est remarquablement légère dans les mains de son porteur légitime, mais chaque coup est 10 fois plus puissant et peut même annuler les effets de guérison. Elle ajoute que c'est encore loin de tout ce que l'épée peut faire avant de révéler son créateur. Le créateur s'avère être son ami d'enfance. Bill Bark, le même garçon qu'elle avait l'habitude de rosser quand ils étaient enfants. Bill semble clairement embarrassé et dit qu'il veut seulement utiliser ses compétences pour apporter la paix au monde. Le héros accepte l'épée avec admiration, sachant que même les forgerons royaux ne travaillent pas avec un métal aussi rare. Bill, cependant, prévient que la véritable valeur de l'arme dépend de la capacité de son utilisateur à libérer son potentiel caché. Le héros s'approche, pose une main sur l'épaule de Bill et promet de faire de lui le plus grand forgeron de tout le continent. En entendant ces mots, les yeux du personnage principal se remplissent d'étoiles et d'espoir. Pour Bill, le héros brille comme une figure divine et inspirante. Il le remercie maladroitement, se considérant comme un simple forgeron de campagne. Dans son esprit, il n'est qu'un personnage secondaire, mais il est heureux de savoir que ses talents peuvent encore être utiles. Peu de temps après, Bill appelle son ami, Sepia, pour lui parler. Il lui montre une bague qu'il a fabriquée en forgeant l'épée du héros, bégayant nerveusement. Il explique que la bague est aussi en Auric Balk et dit qu'elle lui irait bien. Il essaie de lui avouer ses sentiments mais perd complètement ses mots. Finalement, tout ce qu'il parvient à faire est de lui demander d'accepter la bague comme un cadeau. Avant qu'il puisse la lui donner, Sepia lui prend doucement la main. Elle demande à Bill de ne lui donner la bague qu'après la défaite du roi démon. Sa réponse le laisse confus, bien qu'il se force à sourire et accepte. Bill serre le poing, comprenant la véritable signification de ses paroles. Il a toujours su que Sepia aimait le héros, mais il a quand même choisi de tenter sa chance car elle allait bientôt partir loin avec lui, vers un endroit que Bill ne pourrait jamais atteindre. Avec un sourire doux amer, il accepte son destin et ne souhaite que son bonheur aux côtés du héros. 4 ans passent, et la nouvelle se répand que le groupe du héros a finalement vaincu le grand mal. Des années plus tard, Bill travaille à la forge pendant que son oncle se demande à quoi a bien pu servir de sauver le monde. L'apprenti se plaint qu'ils n'ont plus les moyens de payer les impôts et que la forge sera bientôt confisquée. Irrité, l'oncle lance une bouteille sur le novice et crie que c'est la faute de l'Empire qui favorise les énormes ateliers contrôlés par l'État. Bill demande à son oncle d'arrêter de râler, disant que le gouvernement doit avoir ses raisons. Il ajoute que le simple fait de savoir qu'il a aidé le héros le remplit de fierté. L'apprenti se moque, mentionnant que le héros est maintenant honoré en tant que seigneur protecteur de l'Empire. La culpabilité envahit l'oncle alors qu'il dit que Bill aurait eu une vie meilleure s'il n'avait jamais repris l'entreprise familiale. Bill rejette cette idée, insistant sur le fait que c'était sa propre décision et qu'il trouvera un moyen de gagner de l'argent. Alors que le couvre-feu approche sous les ordres du héros, la nuit tombe, et la forge devient silencieuse au cœur de la forêt solitaire. Le jour suivant, Bill traverse la ville seul, portant une petite mallette. Il pense que démarrer un service de réparation était une bonne idée jusqu'à ce qu'il entende des cris forts venant de la rue. Un groupe de marchands manifeste pour ses droits. Confus, Bill demande à un passant ce qui se passe. L'homme explique que l'Empire ne commercera désormais qu'avec de grandes guildes, ce qui provoque des troubles. Des soldats ont encerclé la foule pour maintenir l'ordre, et Bill le remercie pour l'explication. Pourtant, Bill pense que les manifestants sont insensés, croyant que les manifestations ne changeront rien. Il s'inquiète qu'ils risquent leur vie sans penser à leur famille. Voyant la situation comme inutile, il se détourne, décidant que cela n'a rien à voir avec lui. Puis quelque chose attire son attention, et il regarde à nouveau vers le chaos. Son visage change instantanément lorsqu'il reconnaît quelqu'un qu'il connaît. Son oncle Phil se tient parmi les manifestants, criant pour les droits des marchands. Stupéfait, Bill se demande pourquoi son oncle serait impliqué dans quelque chose d'aussi dangereux. Phil remarque aussi Bill et semble tout aussi surpris de le voir là. Soudain, un chevalier annonce que des mesures seront prises sur ordre du seigneur protecteur. La loi martiale est déclarée immédiatement, et les soldats reçoivent l'ordre de lever leurs lances. Les armes sont pointées vers l'avant alors que l'unité se prépare à avancer. Quelques instants plus tard, l'ordre d'attaquer est donné, et les soldats chargent. Sans hésitation, les chevaliers assaillent la foule désarmée. La panique se propage alors que les gens fuient et Bill se fiche de terreur. Une giclée de sang jaillit devant son visage. Et quand il réalise ce qui s'est passé, il hurle d'horreur, le visage éclaboussé. Voyant cela, l'oncle Phil crie désespérément à Bill de s'enfuir. Enfin, Bill sort de sa torpeur et attrape le bras de son oncle. Il l'entraîne, criant qu'il connaît une sortie secrète. Il se précipite dans une ruelle étroite, essayant d'échapper à la fois au chaos et aux gardes qui les poursuivent. Les soldats refusent de laisser quiconque s'échapper, hurlant des ordres tout en les pourchassant. Un chevalier reçoit l'ordre de frapper de toutes ses forces si nécessaire. Sans pitié, un soldat abat un civil en fuite. Bill continue de courir, les poumons en feu,
mais il refuse de lâcher la mallette qu'il transporte. Il s'enfonce plus profondément dans la ruelle sombre tandis que les gardes impériaux se rapprochent derrière lui. Pendant qu'il court, des souvenirs de son père lui enseignant lors de ses premiers jours à la forge refont surface dans son esprit. Soudain, le monde autour de lui change. La ruelle se transforme en ligne bleue brillante comme si tout était devenu un plan vivant. Chaque structure lui révèle sa conception intérieure. Ses yeux brillent d'une lumière bleue, et Bill réalise qu'il est le seul à voir le monde de cette façon. Cet étrange pouvoir que personne d'autre ne possède est peut-être sa seule chance de survivre. Se concentrant, il cherche une issue. Un mur voisin brille en rouge, révélant une faiblesse structurelle. Sans hésitation, Bill sort un marteau de sa mallette et frappe l'endroit avec une précision parfaite. Un passage s'ouvre à travers le mur, et tout le monde s'y engouffre pendant qu'un fugitif regarde en arrière, incrédule. Le bois brisé se consumait comme s'il était brûlé de l'intérieur. Les soldats continuent de crier, ordonnant l'exécution de tous les traîtres. Bill regarde en arrière avec anxiété, sachant que le danger n'est pas écarté. Les chevaliers menacent les rebelles de s'arrêter sous peine de punition, mais Bill les ignore et commence à compter silencieusement dans sa tête. Un soldat enragé hurle qu'ils souffriront tous. Pendant ce temps, le mur derrière eux commence à s'effriter comme du sable. Le décompte atteint 2 alors que les fissures s'élargissent. Quand le 1 apparaît dans son esprit, toute la structure se déstabilise. À 0, le mur s'effondre complètement. La structure en bois s'écrase sur les soldats qui les poursuivaient, les laissant stupéfaits et confus. Profitant du chaos et de la poussière, Bill et les autres s'échappent. Enfin, ils atteignent la forge cachée au plus profond de la forêt. À l'intérieur, Bill tremble, marmonnant sans cesse à propos de ce qui s'est passé en ville. Il s'effondre sur le sol, désespéré, pendant que l'oncle Phil s'excuse. Phil le presse de se calmer et lui demande d'expliquer comment il a réussi à les sauver. Encore secoué, Bill demande ce qui s'est passé là-bas, à la manifestation. Son oncle admet qu'il ne sait pas, mais convient que la réponse de l'Empire était bien trop extrême. Il dit que Bill doit maintenant comprendre comment le gouvernement écrase les faibles. Les paumes pressées contre le sol, Bill supplie son oncle de ne plus jamais participer à des manifestations. Phil, cependant, demande ce qu'il adviendra du pays si tout le monde arrête de résister. Toujours à genoux, Bill répond que le sort de la nation est la responsabilité du Seigneur protecteur, pas celle de son oncle. Il avoue qu'il est terrifié car ses parents ne sont jamais revenus de la guerre, et qu'il a déjà perdu ses pias. Phil écoute en silence tandis que Bill explique qu'il travaille sans relâche pour qu'il ne perde pas la forge. En larmes, Bill demande ce qu'il ferait s'il perdait aussi son oncle, disant qu'il ne pourrait pas supporter cette douleur. Touché par ces mots, Phil pose doucement une main sur sa tête et s'excuse pour tout. Il attire ensuite Bill dans ses bras, lui promettant qu'à partir de maintenant, il ne le laissera plus s'inquiéter. Plus tard, Phil annonce aux autres qu'il quitte le mouvement, et ils acceptent sa décision, inspirés par son choix. Les autres se retirent également, ne voulant plus risquer leur vie. Une fois la tension retombée, la paix s'installe enfin sous un ciel dégagé. Le lendemain matin, tous les fugitifs dorment paisiblement à l'intérieur de la forge. Après une nuit agitée, notre protagoniste se réveille lentement. Il ouvre les yeux, encore hébété par le chaos récent. À côté, son oncle s'agite aussi et s'excuse une nouvelle fois pour la peur qu'il a causée. Soulagé, Bill l'assure qu'il n'aura plus à s'inquiéter pour la forge. Enfin, Bill se rallonge, croyant que tout est finalement revenu à la normale. Ce calme est brisé lorsque les portes de la forge sont violemment enfoncées. En un instant, des soldats de l'Empire se précipitent à l'intérieur, et leur commandant ordonne que tout le monde soit arrêté. Bill est saisi et accusé de trahison envers l'État, le laissant complètement abasourdi. Tout le monde est ligoté et traîné dehors pendant que Bill peine à comprendre ce qui se passe. Cela lui semble étrange, car une attaque aurait dû avoir lieu pendant la nuit. De plus, la forge est isolée, ce qui rend difficile de comprendre comment les soldats les ont trouvés. Soudain, l'un des fugitifs crie que ce n'était pas ce qui était convenu. C'est Tom qui s'avance pour défendre son maître, insistant sur le fait que Bill n'a jamais participé aux manifestations. Alors qu'ils sont emmenés, Bill comprend enfin la vérité. Il fixe son apprenti du regard et réalise qu'il a été trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Tom tremble et n'ose pas croiser le regard de son maître, submergé par la honte. Les mains liées, Bill demande doucement pourquoi il a été trahi. Puis il hurle de toutes ses forces, exigeant de savoir pourquoi Tom les a tous vendus. L'apprenti explique que les soldats avaient promis de ne pas arrêter Bill, sous aucun prétexte. Ils avaient dit que l'oncle Phil n'avait aucune valeur pour eux. En larmes, Tom explique que la forge allait être confisquée de toute façon, et que Phil ne faisait que boire et participer aux manifestations. De plus, le gouvernement offrait des récompenses aux informateurs. Tom pensait que si l'oncle était écarté, la forge pourrait être reconstruite à partir de rien. Finalement, il se détourne, s'excusant pour sa trahison. Quelque temps plus tard, le son des trompettes annonce l'arrivée de quelqu'un d'important, et Bill est amené devant la salle du trône de l'Empire. Propre et tremblant, il se tient debout tandis que le Seigneur s'adresse à lui en l'appelant camarade. Le Seigneur protecteur se révèle être le héros, Oliver Prime, et dit à Bill de se détendre. Bill répond maladroitement qu'il est difficile de se sentir à l'aise dans un tel endroit. Oliver ne perd pas de temps et demande si Bill serait prêt à rejoindre le mouvement du peuple. Pris de panique, Bill tombe à genoux, se déclarant un fervent admirateur du héros. Oliver rit et fait remarquer que Bill est l'un des rares à l'appeler encore ainsi.
Il explique que l'innocence de Bill est déjà connue, car un témoin a tout confirmé. Bill ressent un immense soulagement et se demande qui a aidé à l'innocenter. Oliver révèle alors qu'il a personnellement remboursé les dettes de la forge, laissant Bill sans voix. Il qualifie cela de petite faveur pour l'homme qui a jadis sauvé l'humanité. Parmi les spectateurs, un homme se demande pourquoi Bill est traité si favorablement. Son compagnon répond en parlant des 3 plus grands maîtres forgerons du monde. L'un est le Cyclope du royaume des démons, un autre est Vulcanus du royaume des Avalins, et le dernier est la main d'or de l'Empire Valteran, connu sous le nom de Midas. Il révèle que le plus grand d'entre eux est Bill Bark, Midas lui-même, celui qui a forgé l'épée du héros. Le premier homme en doute, soulignant qu'il y a plus de 20 maîtres rien que dans ce royaume. Son ami répond que Bill est humble, mais que tout le monde sait qu'il est au-dessus des autres. Prenant son courage à 2 mains, Bill décide de demander quelque chose au héros. Oliver sourit et lui dit de parler librement. Bill explique qu'il a perdu le contact avec Sepia et veut savoir comment elle va. Au son de son nom, la poigne d'Oliver se resserre sur la coudoir du trône. Pourtant, il dit qu'elle est actuellement en mission et qu'elle retournera à la forge en temps voulu. Fou de joie, Bill le remercie pour la nouvelle. Bill aborde alors avec hésitation une dernière requête, demandant si son oncle peut rentrer à la maison avec lui. L'expression d'Oliver devient sérieuse alors qu'il demande ce que Bill ferait s'il était déjà trop tard. Bill est choqué, incapable de comprendre le sens. Soudain, Oliver éclate de rire, prétendant que ce n'était qu'une mauvaise blague. Bill reste confus tandis que toute la cour se joint au rire. Le Seigneur protecteur retrouve bientôt son calme et admet que la blague était une erreur. Il explique que si l'innocence de Bill est prouvée, celle de Phil n'a pas encore été confirmée. Oliver s'excuse et promet de voir ce qui peut être fait. Reconnaissant, Bill continue de voir le héros comme une lueur d'espoir. À partir de ce jour, Bill se plonge dans son travail à la forge, attendant leur retour. Il ressent un pincement au cœur lorsque Tom disparaît, ne laissant derrière lui qu'une lettre et un peu d'argent. Pourtant, Bill continue, s'occupant pour le bien de son oncle et de Sepia. Les jours passent vite alors qu'il prépare de l'équipement pour Sepia et du vin pour Phil. Finalement, avec une expression affolée, il se demande combien de temps s'est écoulé. Un jour, on frappe à la porte de la forge, brisant le silence. Les visiteurs s'identifient comme des membres de la maison impériale, surprenant Bill. Sans hésiter, il se précipite vers la porte, rempli d'excitation. Il croit que le moment tant attendu est enfin arrivé, qu'il sera réuni avec Sepia et l'oncle Phil. Il s'imagine lui demander des nouvelles de son équipement et partager un bon vin avec son oncle. Souriant de toutes ses dents, Bill ouvre la porte pour les accueillir. Au lieu de cela, il est accueilli par 2 cercueils reposant dans un champ stérile. À proximité se tient une version déformée de Sepia, bavant sur l'un d'eux, tandis que l'autre cercueil appartient à l'oncle Phil. À cet instant, le pire jour de la vie de Bill est scellé à jamais. Son monde s'effondre complètement. Il remarque Sepia et lui demande ce qui est arrivé à sa jambe. Son corps spectral semble souffrir d'une douleur et d'une agonie intense jusqu'à ce qu'elle tombe soudainement du cercueil, complètement inconsciente de son environnement. Bill se demande s'il rêve en voyant Sepia appuyée contre l'un des cercueils. Il s'avance lentement vers la structure en bois, ne croyant pas ses yeux. Les larmes coulant sur son visage, il demande pourquoi son oncle est allongé là comme ça. Après tout, il avait même acheté une boisson chère pour qu'ils puissent célébrer ensemble. Tout à coup, notre protagoniste éclate d'un rire incontrôlable, qui se transforme rapidement en un cri de douleur et de désespoir qui résonne dans toute la pièce. Il continue de crier, exigeant de savoir pourquoi cela lui arrive. Poussé par la folie, Bill commence à secouer le cercueil, le suppliant de se réveiller. La douleur est si accablante qu'il a l'impression que sa propre chair est en train d'être arrachée. À cet instant, il se souvient du mensonge d'Oliver sur la mission de Sepia. Cette fausse promesse redirigeait sa rage grandissante. Il se souvient aussi de la vaine assurance que le héros aiderait son oncle à revenir. Avec cela, toute sa fureur trouve enfin une cible claire. Tombant à genoux, il pousse un dernier cri d'angoisse et de haine pure. Ses yeux brillent de puissance alors que sa souffrance a enfin un exutoire. La scène bascule dans le passé, au moment où Oliver fait ses adieux à notre protagoniste. Il donne à Bill un emblème en or pour prouver qu'il a été son invité. Oliver explique que l'emblème lui permettrait de visiter le château ou même de le vendre au marché. Il plaisante en disant que l'objet est en or pur et qu'il vaut une fortune. Bill accepte l'emblème avec gratitude et promet qu'un jour, il lui rendra l'appareil. De retour dans le présent, Bill présente l'emblème pour entrer dans le château, et le garde le reconnaît instantanément, arborant une expression froide. Bill explique qu'il est venu pour effectuer l'entretien de l'épée du Seigneur protecteur. Le garde lui ordonne d'attendre pendant que ses supérieurs sont informés. Pendant qu'il attend, Bill serre fermement sa mallette, sa tension clairement visible. Il commence à imaginer comment une confrontation directe avec le héros pourrait se dérouler. Dans ses pensées, Bill se précipite vers Oliver dans un assaut désespéré. Cependant, il sait que les chances de vaincre l'homme le plus fort du monde sont presque inexistantes. En fait, ses chances de succès sont précisément de 0%. Dans son combat imaginaire, il est vaincu sans effort. Après tout, notre protagoniste n'est qu'un forgeron, pas un guerrier entraîné. De plus, le héros manie l'épée la plus puissante jamais créée, rendant la victoire impossible. C'est pourquoi Bill pèse soigneusement ses options et trouve une solution simple pour sa vengeance. C'est quelque chose que seul un forgeron pourrait accomplir et que personne ne soupçonnerait jamais.
Son plan est d'utiliser ses compétences de réparation à son avantage. Après tout, un forgeron qui répare une arme, c'est tout à fait normal. À cause de cela, Oliver baisse complètement sa garde, ne sentant aucun danger. En conséquence, l'arme la plus puissante qui soit finit entre les mains de notre protagoniste. L'homme le plus fort du monde étant sans défense, Bill croit que son plan est infaillible. Il demande s'il doit utiliser le marteau ou l'épée du héros, mais Oliver répond qu'il n'a jamais voulu être un héros. Confus, notre protagoniste se moque et demande si Oliver est sur le point de se plaindre de sa vie. Oliver explique alors qu'il a perdu ses illusions car personne ne peut sauver tout le monde à lui seul. Bill frappe la table de sa main, soutenant que Oliver a apporté la paix au monde et n'a pas le droit de parler ainsi. Finalement, le héros convient qu'il a bien sauvé le monde de la destruction. Cependant, il se demande ce qui se serait passé si l'armée du roi démon n'avait jamais envahi. S'il n'y avait jamais eu besoin de sauver le monde d'une si grande menace, Oliver explique que la réponse a toujours été simple. Ils devaient seulement devenir si puissants que personne n'oserait jamais s'opposer à eux. Si la nation avait été assez puissante, la guerre n'aurait jamais eu lieu. C'est la conclusion à laquelle il est parvenu après avoir vaincu le roi démon. Bill reste silencieux alors que le héros commence à révéler ses véritables intentions. Sa réponse était claire. Il croyait que lui seul devait gouverner le pays pour toujours. Pour accomplir cela, il a détruit la noblesse corrompue et a cherché de nouveaux talents capables de renforcer l'empire. Oliver lève les mains et déclare qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne restera personne capable de leur tenir tête. Il demande alors à Bill s'il comprend pourquoi il a été amené ici. Notre protagoniste ne se soucie pas de répondre correctement et charge plutôt le héros de toutes ses forces. Il crie que si Oliver a fini de parler, alors il est temps pour lui de mourir. Bien que surpris par l'attaque soudaine, le héros ne montre aucune inquiétude. Il pointe calmement un doigt vers Bill et dit que c'est vraiment dommage. L'instant d'après, Oliver tire une flèche magique qui transperce l'épaule de Bill. Une douleur intense envahit son corps alors que la force le projette en arrière. Lorsqu'il touche le sol, l'épée du héros lui échappe des mains et tombe par terre tandis qu'il hurle de douleur. En entendant le cri, les gardes se précipitent dans la chambre et trouvent Bill allongé sur le sol. Ils demandent rapidement si le seigneur protecteur est indemne, mais il balaie la question d'un revers de main en disant que ce n'était rien de grave. Sans hésitation, Bill est arrêté pour avoir tenté d'agresser Oliver Prime. Notre protagoniste demande alors depuis combien de temps Oliver était au courant de son plan de vengeance. Le héros répond que ce n'était pas la bonne question à poser à ce moment-là. Après tout, ayant vaincu le roi démon par lui-même, il était évident qu'il pouvait sentir une intention hostile. Curieux, Bill demande pourquoi Oliver ne s'est pas occupé de lui plus tôt. Oliver répond que c'était parce que Bill était très compétent et talentueux. Il révèle ensuite qu'il voulait que Bill devienne l'un de ses plus proches alliés. Le héros tend la main et lui dit que l'offre est toujours valable. Entouré de gardes, Bill demande si Oliver est sérieux et dit qu'il ne se décidera qu'après avoir posé une dernière question. Oliver trouve cela amusant mais accepte de répondre honnêtement. Avec une expression sévère, Bill demande ce qui est arrivé à Sepia. Il veut savoir pourquoi elle a fini dans un état aussi terrible et irrécupérable. Oliver explique qu'elle était une guerrière exceptionnelle qui a vaincu 200 000 démons. Cependant, lors de la bataille finale contre le roi démon, elle a perdu sa jambe. Malgré cela, elle n'a pas sombré dans le désespoir, et ensemble, ils ont réussi à vaincre le grand mal. Après une longue et brutale guerre, la paix est enfin revenue dans le monde. Cette paix n'a pas duré longtemps. L'humanité a bientôt commencé à se battre entre elles. Alors que le pouvoir du royaume s'affaiblissait, même les héros ont été renvoyés sur les lignes de front. Sepia était la seule laissée derrière, confinée dans un fauteuil roulant. Pendant que ses amis continuaient à se battre, elle se sentait inutile et seule, submergée par la solitude. Elle a bu jusqu'à ce que le chagrin la fasse s'effondrer sur le sol. Désespérée de redevenir utile, elle s'est tournée vers quelque chose d'interdit. Grâce à l'utilisation de la magie noire, elle a pu retourner sur le champ de bataille. Oliver déclare que Bill a déjà été témoin des effets secondaires de ce pouvoir. Le héros demande alors si Bill a pris une décision concernant sa proposition. Bill ignore l'offre et dit que sa question n'a toujours pas de réponse. Il exige de savoir pourquoi Oliver n'est pas resté aux côtés de Sepia pour la soutenir. Elle était sa camarade, pourtant il l'a laissée sombrer dans un état aussi misérable. Bill crie qu'elle a perdu sa jambe en combattant à ses côtés pour sauver le monde. Il ajoute qu'en tant que seigneur protecteur, Oliver avait le pouvoir et l'influence pour l'aider. L'image de Sepia courant joyeusement traverse l'esprit de Bill. Il dit qu'elle avait besoin d'Oliver plus que de quiconque. Oliver répond en accusant Bill d'essayer de lui rejeter la faute. Il hurle que si Bill s'en souciait vraiment, il aurait dû aller l'aider lui-même pendant que Oliver sauvait le monde. Bill travaillait en toute sécurité dans la forge. Le pointant du doigt, Oliver lui demande comment il ose lui faire la leçon. Le héros traite Bill de lâche pour avoir abandonné ses responsabilités, puis se tait en attendant une réponse. Oliver se met soudain à rire d'un air moqueur et répète le mot lâche. Sans prévenir, son expression se tord de folie et de haine. D'un mouvement rapide, il tranche le bras de Bill. Bill regarde, choqué, l'espace vide où se trouvait autrefois son bras. Oliver crie qu'il n'est responsable de rien qui n'ait aucune valeur pour lui. Il ajoute que la vie de Bill n'a été épargnée qu'en reconnaissance de ses contributions passées. Le bras tranché de Bill tombe sur le sol alors que le sang se répand et que la douleur le submerge. Il crie de toutes ses forces alors que Oliver se détourne. Le héros quitte la pièce,
abandonnant Bill à sa souffrance. Quelque temps plus tard, la vieille forge de Bill apparaît, maintenant complètement abandonnée. Un coup résonne à la porte alors que quelqu'un appelle, demandant s'il y a quelqu'un à l'intérieur sans prévenir. La porte s'ouvre et Bill se tient là, le regard vide et sans vie. La visiteuse s'avère être Sarah, une ancienne membre du groupe du héros et une vieille amie de Bill. Après avoir écouté tout ce qui s'est passé, elle finit par comprendre le sort de son ami. Sarah remarque en plaisantant que la nation a prospéré sous le règne des Oliver, mais son commentaire irrite Bill. Elle se plaint ensuite que sa visite était inutile puisqu'il ne peut plus travailler comme forgeron. Même avec son bras dans un état si misérable, Bill refuse d'abandonner. Il insiste sur le fait qu'il est toujours capable de travailler, mais il refuse de lui forger une dague ou de s'occuper de ses réparations. À ce moment-là, Sarah s'allonge et dit que c'est dommage car elle avait prévu de lui dire la vérité sur Sepia. En entendant cela, Bill change d'avis et accepte le travail, mais seulement pour cette fois. Satisfaite de sa réponse, elle lui demande combien il compte facturer pour la dague. Bill répond que le paiement sera le coût des matériaux et l'histoire complète de Sepia. Sarah accepte les conditions, et ils s'assoient tous les deux pour parler. Pendant que Bill travaille, Sarah explique que le héros a remodelé toute l'histoire à son avantage. Elle demande ensuite si Bill croit vraiment que Sepia n'aurait pas réussi à esquiver l'attaque du roi démon. Après tout, Sepia était le deuxième membre le plus rapide du groupe, dépassé seulement par Sarah elle-même. Selon elle, le roi démon était rapide, mais pas d'une puissance écrasante. À proximité, Sepia jouait avec la bague que Bill lui avait fabriquée il y a longtemps. Finalement, Sarah révèle que Sepia n'a pas manqué d'esquiver le coup. Elle a délibérément choisi de ne pas le faire. Elle s'est sacrifiée pour protéger le héros de l'attaque du roi démon. La réalité du champ de bataille était très différente de ce qui avait été raconté. En vérité, c'est Oliver qui a approché Sepia et lui a demandé son aide pendant la guerre. Il avait besoin de la victoire pour devenir le seigneur protecteur, mais la situation se retournait contre lui. Sepia, cependant, refuse sa demande, croyant qu'elle ne pourrait être d'aucune utilité dans son état. Elle lui montre sa jambe blessée et dit qu'elle ne peut rien apporter. Oliver s'approche et lui dit de ne pas se préoccuper d'un problème aussi mineur. Il lui présente alors un grimoire qu'il avait récupéré en territoire démon. Sepia est horrifiée quand elle réalise que c'est un livre de magie noire interdite. Elle soutient qu'un tel pouvoir ne devrait jamais être manié par quiconque. Oliver serre les poings, clairement mécontent de sa réponse. Submergé par la colère, il lui jette le livre. Le héros crie qu'ils sont camarades et qu'elle n'a pas le droit de refuser sa demande. Il s'approche alors et commence à parler de leur lien, disant qu'il l'avait toujours vu comme plus qu'une simple camarade de combat. Sepia reste complètement sans voix face à la confession soudaine d'Oliver. Réalisant ce qu'il a dit, il écarte rapidement le sujet, prétendant que ce n'était qu'un lapsus. Il s'excuse et lui demande d'oublier tout ce qui s'est passé ce jour-là. Alors qu'il se tourne pour partir, Sepia reste silencieuse, plongée dans ses pensées. Quelques instants plus tard, elle l'interpelle et lui demande d'attendre. Avec de la résolution dans les yeux, Sepia regarde Oliver et fait son choix. Voyant cela, le héros esquisse un sourire cruel, sachant que son plan avait réussi. Sarah s'était cachée à proximité, observant silencieusement tout se dérouler, et elle a entendu Sepia accepter la proposition. Tout près, Sepia est soudainement surprise par quelque chose et laisse tomber un objet sur le sol. C'est la bague en aurical que Bill avait fabriquée pour elle avec grand soin. La bague roule sur le sol et finit par s'arrêter près du pied de Bill. À cet instant, Bill comprend la vérité. Il s'avance vers elle et lui demande s'il peut voir sa main une seconde. Confuse mais consentante, Sepia tend la main, et Bill place doucement la bague à son doigt. Il lui dit que de cette façon, elle ne la perdra plus. Cependant, la bague glisse immédiatement du doigt de Sepia et tombe. Bill trouve cela troublant car la bague ne lui va plus du tout. Il se souvient clairement l'avoir forgée pour qu'elle s'adapte parfaitement à la main de Sepia, mais maintenant elle glisse facilement de son doigt. Soudain, il laisse tomber la bague et commence à se sentir extrêmement mal. Bill s'effondre au sol, se demandant pourquoi cela lui arrive. Des larmes coulent de ses yeux et imprègnent la terre sous lui. Il serre le poing et crie, submergé par la rage et la douleur. Toute sa souffrance éclate en un cri rempli de désespoir. Il frappe le sol du poing, libérant toute la frustration qu'il avait gardée en lui. Alors qu'il est allongé là, il commence à se demander quand sa vie a commencé à s'effondrer. Il se demande si ça a commencé quand il a accepté un apprenti dans sa forge ou peut-être quand il a laissé Sepia partir sans essayer de la retenir. Finalement, il se demande si la véritable erreur n'était pas de remettre l'épée au héros. Bill pense que tout ce qu'il a fait n'a fait que prouver à quel point il était vraiment faible. Il se sent complètement impuissant, étendu sur le sol sans plus aucune force pour se relever. Tout à coup, il a la vision d'une femme lui souriant doucement. C'est Sepia qui s'approche et lui touche doucement le visage avec chaleur et tendresse. Les larmes continuent de couler des yeux de Bill alors qu'il se demande ce qui se passe. Il se demande si elle est venue le réconforter après tout ce qui s'est passé. La culpabilité le submerge alors qu'il réalise qu'il n'a jamais agi quand elle avait le plus besoin de lui. Déterminé à changer son destin, Bill saisit son marteau avec sa main restante et promet à Sepia qu'il corrigera chaque erreur qu'il a commise. D'un seul coup puissant, il commence à forger une nouvelle arme, mettant toute sa force dans le travail. L'énergie afflue dans son corps alors qu'il travaille sans relâche dans la forge, sans repos. Il jure qu'il remettra tout en ordre, peu importe ce qu'il attend. Sarah lui dit alors adieu,
mentionnant qu'elle reviendra dans 2 semaines pour récupérer la dague. Avant de partir, elle admet qu'elle se sent aussi coupable de ne pas avoir arrêté Oliver. Bill reste silencieux alors qu'elle se prépare à partir. Elle lui dit que s'il a un jour besoin d'aide, il n'a qu'à l'appeler, promettant qu'elle l'aidera au moins une fois. Sur ce, elle s'en va. Quelque temps plus tard, une énorme explosion de lumière jaillit de la forge. Le protagoniste émerge changé, portant maintenant un bras en métal, et il jure que sa vengeance sera totale et inébranlable. La scène change pour un groupe d'étudiants courant à toute vitesse à travers une forêt. Leur chef demande à Hans d'informer tout le monde sur la mission du jour. Hans explique que des rapports font état d'explosions survenues près du village. Le chef est satisfait de la réponse, et Hans continue de décrire la situation. Il souligne que leur priorité est l'enquête, pas le combat. Le groupe est d'accord, puis se sépare pour commencer à fouiller la zone. Peu de temps après, ils atteignent le site où les explosions ont eu lieu et commencent à examiner les environs à la recherche de preuves. Un étudiant fait remarquer qu'il n'y a aucune trace de poudre à canon dans l'air. Un autre observe que la sueur éparpillée est fraîche, ce qui signifie que le coupable ne peut pas être loin. Une fille soulève alors la possibilité de la magie de téléportation. Hans répond que l'endroit est trop proche du village pour que la magie d'évasion puisse être utilisée en toute sécurité. Le chef félicite tout le monde pour leurs observations pertinentes et dit qu'ils sont sur la bonne voie. Soudain, quelque chose attire leur attention, et le groupe se déplace prudemment pour enquêter. Ils se dissimulent parmi les arbres et observent discrètement ce qui se passe. Ce qu'ils voient, c'est notre protagoniste en train de pratiquer des techniques d'épée. Il semble avoir du mal à contrôler la lame avec une seule main. Bill continue de s'entraîner, bien que ses mouvements soient maladroits et peu raffinés. Hans se moque, se plaignant que la cible n'est rien de plus qu'un épéiste inexpérimenté. Il a l'air déçu, admettant qu'il avait espéré trouver un mage puissant à la place. Hans remarque que la capacité de combat de Bill n'est pas meilleure que celle d'un voyou des rues. La fille est d'accord, disant qu'ils ne sont même pas tous les 3 nécessaires pour s'occuper de lui. Un autre étudiant hoche la tête en signe d'accord et se prépare à lancer une attaque surprise. Hans demande si leur mission est maintenant passée de la reconnaissance à la capture. Le chef explique que sans preuve solide, il ne peut pas officiellement qualifier Bill de criminel. Cependant, il sort alors un avis de recherche portant le visage du protagoniste. Le lisant à voix haute, il note que Bill est un forgeron avec plusieurs remarques inhabituelles attachées à son nom. Le chef est stupéfait de voir que Bill est accusé d'avoir tenté d'attaquer le Seigneur Protecteur. Il ordonne immédiatement au groupe de se préparer pour une opération de capture. Il insiste sur le fait que la capture est préférable, mais tout le monde comprend ce que cela implique. Un étudiant reconnaît que si la capture échoue, l'élimination de la cible est autorisée. Hans commence à reconsidérer, réalisant que quiconque est accusé d'avoir attaqué le Seigneur Protecteur doit être extrêmement dangereux. La fille se prépare et insiste pour qu'il y aille à fond dès le début. Une fois cette décision prise, les 3 étudiants se précipitent sur le protagoniste de toute leur force. Travaillant ensemble, ils maîtrisent Bill et le jettent au sol avec facilité. Bill reste abasourdi, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Hans est troublé par la facilité avec laquelle Bill a été vaincu et commence à douter qu'il soit vraiment le criminel qu'il recherche. Le groupe envisage brièvement que Bill pourrait simplement être un informateur lié à l'affaire. Hans devient pensif, pesant la situation et décidant de la marche à suivre. Il s'avance et jette l'épée de Bill sur le sol à côté de lui. Puis il dit à Bill de la ramasser et d'affronter la mort comme un véritable épéiste. Avec un sourire suffisant, Hans prétend que c'est un acte de pitié de la part du prochain héros, lui-même. Bill répond par un regard noir, clairement irrité par l'arrogance du garçon. Il récupère son épée et dit à Hans qu'il a complètement mal compris la situation. Puisqu'ils l'ont attaqué sans avertissement, Bill décide que la conversation est inutile. Hans lui ordonne de regarder attentivement, annonçant qu'il va lui montrer la bonne technique de l'épée. Il commence par expliquer comment juger la distance entre soi et un adversaire avant de frapper. Avec un jeu de jambes rapide, Hans prépare son prochain mouvement, puis fonce à une vitesse incroyable en un seul mouvement fluide. Bill est choqué, incapable même de voir la lame alors qu'elle passe dangereusement près de son cou. Hans poursuit son explication en notant qu'un coup doit être fluide, sans interruption. Il prouve immédiatement ses dires avec une autre manœuvre puissante. Se rapprochant encore plus, il termine la séquence et achève en assénant un lourd coup de pied directement sur le protagoniste. Finalement, Bill sent le coup atterrir et pousse un cri de douleur lorsque la frappe de Hans l'atteint. La force pure envoie Bill voler à travers le champ de bataille. Alors qu'il est au sol, il entend Hans se moquer de lui, qualifiant son effort de honteux. Avec une expression froide, Hans demande à Bill comment il compte rembourser tout le temps qu'il lui a fait perdre. Au même moment, le chef du groupe sent que quelque chose ne va pas dans la situation. Leur mission était d'enquêter sur les explosions signalées près du village, et les arbres brisés et les rochers éparpillés prouvaient clairement que de puissantes déflagrations avaient eu lieu. À cause de cela, ils ont supposé que le coupable devait être un mage ou quelqu'un utilisant des explosifs. Au lieu de cela, tous ceux qui l'ont rencontré étaient un épéiste inexpérimenté sans aucune trace de mana ni d'odeur de poudre. Allongé au sol, le protagoniste supplie Hans d'arrêter. Hans répond en demandant ce qu'il est censé arrêter exactement et continue son attaque. C'est alors que le chef réalise que si personne d'autre n'est impliqué, la véritable arme de Bill doit être quelque chose de complètement différent. En désespoir de cause, Bill tend la main et leur dit d'en finir. Son arme n'était pas du tout une lame,
mais quelque chose qui se rapprochait d'un canon. Sans prévenir, une énorme explosion d'énergie rouge détonne et percute l'un des étudiants. Une vision apparaît d'une main liée par des chaînes, se brisant sous la puissance écrasante. Hans crie et se prend l'oreille, accusant Bill d'être un lâche pour avoir caché son arme. Bill réplique, se demandant quel genre d'épéiste pourrait se débarrasser si nonchalamment de sa propre épée. Il se moque, se demandant à voix haute si Hans mérite encore d'être appelé un épéiste. Ces mots enflamment la fureur de Hans. Enragé par l'insulte, il jure d'arracher la bouche de Bill avec tout le reste. Complètement acculé, Bill ferme les yeux, se préparant au coup final. Avant que le coup ne puisse atterrir, l'acier s'entrechoque dans les airs. Le chef du groupe est intervenu à la dernière seconde, bloquant l'attaque de Hans. Hans crie après son instructeur, abasourdi par l'interférence soudaine. Le chef, cependant, loue la tactique de Bill, notant son efficacité contre eux. Elle portait assez de force destructrice pour vaincre sa cible en une seule attaque. Pourtant, au moment le plus crucial, le jeune apprenti a hésité. En fermant les yeux de peur, il a perdu l'occasion d'en finir avec Hans. Le chef explique que cette hésitation prouve que Bill n'a jamais pris de vie auparavant et que, peu importe l'intensité du combat, tuer quelqu'un n'est jamais simple. Un des étudiants se plaint que Hans était sur le point d'être vaincu, mais Hans lui lance de se taire. Le chef ordonne alors à tout le monde de se calmer et d'observer attentivement le protagoniste. Il se demande si Bill est vraiment un partenaire d'entraînement approprié pour eux. Hans proteste, insistant sur le fait qu'il devrait saisir cette chance pour s'entraîner, mais le chef souligne que dès le début, Bill n'a montré aucune hostilité envers eux. Sans une véritable hostilité, un combat sérieux est impossible. Sur ce, le chef ordonne à l'escouade 3 du groupe de sortir leur talisman d'entraînement. Bill regarde, confus, incertain de leur utilité. S'adressant à lui comme à un criminel, le chef demande si Bill est au courant du programme de l'Académie des héros. Il explique qu'un programme obligatoire entraîne les étudiants à abattre le mal sans hésitation. Pour ce faire, ils utilisent un criminel vivant, permettant aux étudiants de s'habituer au sang et aux cris. À ces mots, plusieurs étudiants reconnaissent le nom de Bill Bark et se souviennent de quelque chose de crucial. Le nom inscrit sur leur devoir d'entraînement était Phil Bark, l'oncle du protagoniste. Réalisant qu'on parle de sa famille, Bill pousse un rugissement de rage incontrôlable. Le chef confirme ses soupçons avec une expression grave, mais note que la détermination de Bill est encore incomplète. Il peut voir que le protagoniste reste tourmenté et n'est pas encore prêt à se battre. Puis Bill serre le poing alors que la compréhension se fait enfin jour en lui. Fixant les étudiants, il décide que pour vaincre Oliver, un choix extrême sera nécessaire. Il conclut qu'il doit anéantir tout ce que le héros a construit, y compris les étudiants eux-mêmes. Les larmes coulant sur son visage et un sourire dément s'étalant dessus, il embrasse sa nouvelle sombre destinée. Notre protagoniste se relève et leur demande de faire une pause avant de lancer leur attaque. Il demande ensuite s'ils veulent une cible appropriée pour l'entraînement au combat. Bill explique qu'il est forgeron et que l'affronter dans son état actuel ne serait pas un bon entraînement pour le groupe. Confus, le chef lui demande ce qu'il essaie d'insinuer avec tout ça. Le protagoniste répond qu'il a seulement besoin d'un peu de temps. Il demande une courte pause pour s'équiper et promet qu'il essaiera vraiment de les vaincre. Les autres étudiants, cependant, supposent qu'il cherche simplement une occasion de s'échapper et pressent le chef de l'achever immédiatement. Le protagoniste répète les mots s'enfuir avec un mépris et un dédain évident. Il demande s'il croit vraiment qu'il s'enfuirait. Remarquant sa détermination, le chef accepte la demande du jeune homme. Il demande combien de temps la préparation prendra. Bill répond qu'une heure suffira, et le chef lui ordonne de partir et de se préparer. Il prévient quand même Bill qu'il sait déjà ce qui arrivera s'il ne revient pas à temps. Un des étudiants plaisante en disant qu'ils donneront ses restes au cochon, brandissant même un morceau de viande pour souligner son humour de mauvais goût. Le temps passant, le garçon affirme que le protagoniste s'est déjà enfui. La fille se plaint de perdre les crédits pour la mission, mais le chef leur dit d'attendre encore un peu. Devenant impatiente à cause du retard, la fille s'étire des nuits. Soudain, une main de métal tombe du ciel, fonçant vers l'un des étudiants. L'objet est attrapé en plein vol, laissant la fille complètement confuse sur ce qui vient de se passer. Quelques instants plus tard, une énorme explosion de feu éclate au centre du champ de bataille. À travers la fumée, une main de métal se forme et s'agrippe à la main de la fille en l'air. Elle hurle de terreur alors que le bras de métal attaché à une chaîne tire vers elle. Immédiatement après, Bill apparaît sur le champ de bataille, portant une imposante armure intimidante, un seul œil bleu brillant intensément. Il déclare calmement qu'il ne reste plus que 35 doigts. Enragé, un des étudiants crie aux autres de tuer Bill de la manière la plus atroce possible. Les deux étudiants restants se précipitent sur le protagoniste de toute leur force. Ils tentent une frappe coordonnée, mais Bill semble complètement impassible. Avec une expression durcie, il se prépare pour une véritable bataille. Dégainant son épée, il adopte une posture de combat ferme face aux jeunes combattants. Le chef se demande alors à voix haute comment on devrait affronter un adversaire couvert d'une armure aussi lourde. Il se répond à lui-même, affirmant que les articulations sont les points faibles, et l'un des étudiants attaque immédiatement. Le garçon parvient à frapper près d'une articulation de l'armure du protagoniste, car les jointures sont faites de tissu ou de fines chaînes. Il cible sans relâche ces zones vulnérables, attaquant encore et encore. Malgré tout, même les articulations ne permettent pas à la lame de percer l'armure de Bill. L'étudiant est stupéfait,
ne s'attendant jamais à une telle durabilité écrasante. Irritée, la fille crie que le jeu est terminé et charge en avant. Elle hurle à Bill de mourir en mettant toute sa puissance dans l'attaque, lançant une boule de métal vers lui. Bill répond en disant qu'elle a le cœur trop tendre pour se retenir au lieu d'attaquer sérieusement. Le chef traite Bill d'idiot pour s'être encore retenu alors qu'il avait l'occasion de porter le coup de grâce. Furieuse, la fille maudit le protagoniste. Le chef déclare alors que contrairement à lui, ses étudiants ne se retiennent jamais. Et avec un assaut synchronisé, ils parviennent finalement à mettre Bill à terre. L'un des étudiants abat son pied sur le dos de Bill de toutes ses forces. La fille ordonne aux autres de lui marcher dessus aussi, déterminée à le clouer fermement au sol. Bientôt, il commence à piétiner sans pitié l'armure de notre protagoniste. Pourtant, des doutes surgissent parmi eux alors qu'ils se demandent si leurs attaques ont le moindre effet. Un étudiant suggère alors de détruire plutôt les articulations de l'armure de Bill. Notre protagoniste ricane, commentant que ceux qui aspirent à être des héros ne devraient pas avoir besoin de se mettre à 3 contre un seul adversaire. L'étudiant ignore cela et continue d'attaquer, immobilisant Bill par derrière. Un autre étudiant ajoute soudainement que ce n'est qu'un entraînement et dit à Bill de ne pas le prendre personnellement. Bill lève la tête et les regarde avec des yeux remplis de haine et d'amertume. Même alors qu'il est au sol, l'un des étudiants répète qu'il ne devrait pas le prendre personnellement. Juste après que Bill lève son majeur directement au visage de la fille, à cet instant, l'armure de Bill se met à briller tandis qu'un mécanisme interne s'active. Sans avertissement, des pointes de métal acérées jaillissent de toutes les parties de son armure. Les étudiants qui le tiennent sont empalés et crient d'agonie, complètement pris au dépourvu. Bill déclare calmement que cibler les articulations était quelque chose qu'il avait déjà anticipé. Il tourne la tête vers le chef et lui demande quand il a l'intention d'intervenir. Le chef fait un geste derrière lui, et les étudiants restants se précipitent vers notre protagoniste de toute leur force. Irrité, Bill se prépare à combattre les étudiants de l'académie. Cependant, leurs mouvements sont rapides, et ils esquivent ses coups avec facilité. Bill frappe à nouveau, mais l'un des étudiants saute proprement par-dessus lui. L'agacement se lit sur le visage de Bill alors qu'il se plaint que son épée ne peut pas les atteindre. Il se demande comment il est censé se venger s'il ne peut même pas toucher un simple étudiant. Il se demande alors comment Salam atteindra un jour le héros Oliver. Prenant une grande inspiration, il analyse ses émotions et se rappelle de ne pas se précipiter. Ses yeux brillent alors qu'il songe que le combat est comme forger de l'acier dans une fournaise. On ne peut pas façonner le métal d'un seul coup de marteau. On frappe une fois, puis encore de toutes ses forces, et on frappe encore jusqu'à ce que l'acier prenne enfin la forme désirée. Il continue à se battre et à se défendre sans arrêt, ne s'accordant jamais un instant de repos. La puissance s'accumule à chaque choc, et son épée commence à briller d'une lueur intense. Notre protagoniste serre fermement l'arme, attendant patiemment l'ouverture parfaite. Enfin, il déclenche une frappe qui envoie une onde de choc massive à travers les environs. Un étudiant se moque, affirmant que ce n'était rien de plus qu'une éraflure chanceuse. Un autre garçon demande alors à Hans et Lin comment il devrait mettre fin au combat. Bill l'interrompt, disant qu'il a déjà un plan pour tout terminer de manière décisive. Quelques instants plus tard, plusieurs objets jaillissent de son armure en direction du groupe. Ils volent dans les airs et se dispersent sur le champ de bataille, formant un périmètre autour des étudiants. L'instant d'après, les objets se déploient en un filet qui piège Lin, l'emprisonnant complètement. Bill déclare que même la force brute d'un ogre ne pourrait pas déchirer ce filet. L'un des étudiants crie que s'il ne rentre pas bientôt, l'académie enverra des renforts. Souriant avec confiance, il dit que le temps est de leur côté et que Bill n'a aucune chance. En réponse, Bill tranche le filet sans effort et demande s'ils croyaient vraiment qu'il avait négligé cette possibilité. Il leur demande ensuite s'ils comprennent pourquoi il a attendu jusqu'à maintenant pour activer le piège. La vérité est que Bill avait aussi besoin de s'entraîner au combat, et il les remercie de lui en avoir donné l'occasion. Un étudiant implore sa pitié, mais Bill répond froidement qu'il commencera par prendre les doigts. Paniqué, le garçon hurle à Bill de retirer sa main immédiatement. Désespéré, il appelle son chef à l'aide. Le chef répond calmement que l'étudiant a déjà réussi le test. Immédiatement après, le garçon est réduit au silence par un coup rapide et précis. Le sang éclabousse l'armure de Bill alors qu'il observe sans expression. Le chef fait alors face à notre protagoniste et lui dit que lui aussi a réussi le test. Arborant un sourire dément, il félicite Bill pour sa performance exceptionnelle dans la bataille. Il devient clair que tous les autres étudiants ont également été piégés dans le filet. Lin pousse un cri de pure terreur en voyant ce qui est arrivé à ses camarades. Un autre garçon crie que le chef est devenu fou, incapable de comprendre la situation. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, il est frappé par derrière par son propre chef qui ne lui accorde même pas un regard. L'étudiant est complètement abasourdi, incapable d'accepter que son maître l'ait trahi. Sans hésitation ni pitié, le chef met fin à la vie de ses propres étudiants. Après quoi, il leur dit de reposer enfin en paix, ajoutant qu'il espère qu'ils renaîtront dans un monde avec de meilleurs adultes. Bill reste sur ses gardes, serrant fermement son épée et refusant de l'abaisser ne serait-ce qu'un instant. Finalement, le chef lui dit d'arrêter d'être si tendu, affirmant que la bataille est déjà terminée. Il répète que Bill a réussi le test. Bill est secoué car il n'a pas pu voir ou comprendre ce qui venait de se passer. Il se demande pourquoi le maître massacrerait ses propres étudiants et comment on pourrait même combattre quelqu'un comme ça. Pourtant, il se prépare,
sachant que la confrontation n'est pas encore vraiment terminée. Le chef prétend qu'il y a eu un malentendu et insiste sur le fait que les enfants méritaient ce sort. Il ajoute que mettre fin aux choses rapidement était plus gentil que de les laisser souffrir plus longtemps. Il y a une certitude étrange et terrifiante qui se reflète dans ses yeux pendant qu'il parle. Soudain, Bill déclenche une frappe rapide et écrasante, mais le chef remarque qu'il avait déjà anticipé ce schéma d'attaque. Bill frappe à nouveau, mais l'homme l'exhorte à écouter avant de continuer. Il révèle qu'il est venu ici spécifiquement à la recherche du protagoniste. Il demande alors à Bill s'il éprouve de la haine envers le Seigneur Protecteur, le héros Oliver Prime, disant qu'il ressent la même chose et utilise un mouvement surprise pour piéger Bill. Il suggère qu'il devrait parler et tout résoudre une bonne fois pour toutes. Le chef fixe Bill d'un regard dur, ayant clairement perdu patience. Malgré cela, le protagoniste semble déconcentré, tendant une main tremblante tout en haletant. L'homme déclare qu'il n'y a pas d'autre choix, et une lumière brillante inonde la zone. S'approchant de Bill, il dit que ce terrible sort est quelque chose que Bill cesse d'infliger à lui-même. Il porte alors un coup dévastateur, projetant du sang dans les airs. La scène change brusquement alors que le protagoniste se réveille en sursaut, hurlant à cause d'un horrible cauchemar. Il se retrouve allongé sur un lit en bois dans une pièce inconnue. Se touchant le visage, il se demande s'il est vraiment en vie. Il regarde autour de lui, confus, se demandant où il était ce qui est arrivé à son armure. Il attrape un stylo posé sur la table à côté du lit. Bill ouvre la porte, serrant fermement le stylo. Il avance avec prudence, conscient qu'un danger pourrait être proche. Il regarde à travers une fente étroite pour observer ce qui se passe dehors. Là, il voit le chef entouré de plusieurs personnes pendant que quelqu'un pose une question sur une clé. À proximité, un autre homme boit sans fin et appelle Draco pour qu'il lui apporte plus d'alcool. Un jeune homme offre un cristal à Sepia, et elle rayonne de bonheur. Visiblement enchantée, elle berce doucement le cristal dans ses mains. À cette vue, Bill se fiche sous le choc et serre le stylo, réalisant que la jeune fille est bien Sepia. Soudain, une voix annonce qu'il est réveillé, et Bill est surpris par derrière. Ses yeux s'écarquillent de terreur alors qu'il comprend qu'il a été découvert. Agissant par instinct, il se déchaîne avec le stylo dans une attaque désespérée. Le groupe réagit avec alarme, criant que leur chef a été agressé. Cependant, Orion dit calmement que tout va bien et ordonne à tout le monde de se rasseoir. Souriant, il explique qu'il a réussi à bloquer le coup même si le stylo l'a quand même percé. Irrité, un garçon aux cheveux roux s'en prend à Bill, lui demandant s'il veut être blessé et s'il sait même qui est le chef. Orion intervient rapidement, le calmant et expliquant que Bill doit être confus et effrayé par tout ce qu'il a vécu. Il demande ensuite à Bill s'il peut lui pardonner d'avoir emmené Sepia sans sa permission. Finalement, le chef se présente comme étant Orion et va droit au but. Orion invite alors Bill à rejoindre sa faction pour renverser le Seigneur Protecteur. Bill répète la question, et le chef répond que ses capacités seraient un atout inestimable. Malgré cela, notre protagoniste rejette l'offre immédiatement sans aucune hésitation car son seul but dans la vie est de mettre personnellement fin au Seigneur Protecteur. Orion écoute calmement, un léger sourire aux lèvres, et dit qu'il comprend le désir de vengeance de Bill. Cependant, il ajoute que vaincre quelqu'un qui détient le pouvoir absolu ne sera pas une tâche facile. Pour cette raison, Orion suggère une alliance temporaire, proposant qu'il coopère seulement jusqu'à ce que le héros Oliver soit vaincu. Il assure à Bill qu'après cela, il sera libre d'agir comme il le souhaite. Le groupe entier tourne son attention vers Bill, attendant silencieusement sa réponse. Au lieu de répondre, notre protagoniste repousse la main d'Orion avec une grande force, sa colère débordant. Il se demande s'il devrait un jour travailler aux côtés des personnes responsables d'avoir fait du mal à son oncle. La haine brûlant dans ses yeux, il leur ordonne à tous de partir sur le champ, avertissant qu'il attaquera s'ils ne le font pas. Un des garçons insiste sur le fait que tout n'était qu'un malentendu, mais Bill ne lui prête même pas attention. Le chef s'avance et demande si la vengeance seule suffira vraiment. Bill essaie d'argumenter, mais Orion l'interrompt avant qu'il ne puisse finir de parler. Il demande ensuite si Bill croit vraiment pouvoir affronter le héros tout seul. Le corps de notre protagoniste tremble alors qu'il répond qu'il doit le faire de ses propres mains. La sensation du sang coulant lentement de sa main alors que l'agonie de la perte le ronge de l'intérieur. Accablé, il crie de douleur et s'effondre au sol dans un désespoir total. Agenouillé là, Bill se demande quelle voie il devrait emprunter pour accomplir sa vengeance. Il pleure la perte de son bras, de Sepia, et la mort de son oncle Phil. Un autre garçon intervient et dit que ça suffit, déclarant que Bill a déjà été assez clair. À ce moment, un jeune homme s'approche et remarque que c'est un plaisir de le rencontrer enfin en personne. Bill le regarde, confus par tout ce qui se passe. Son regard s'attarde sur les mains du jeune homme, et il se demande ce qui est arrivé à ses doigts. Le jeune homme se présente comme étant Edric et suggère que Bill écoute le reste de l'histoire. La scène se déplace vers une prison où de nombreuses armes sont éparpillées sur le sol. Un garde crie aux prisonniers de ramasser les armes et de se préparer au combat. Un homme déclare que quiconque pourra vaincre le comte au combat gagnera sa liberté. Un des prisonniers proteste en disant qu'ils sont des gens ordinaires sans aucune connaissance du combat. Il explique qu'il voulait seulement se faire entendre, mais le comte ne montre aucune préoccupation. Ignorant la supplique, l'homme ordonne que les otages enchaînés soient amenés, à l'horreur des prisonniers. Leurs propres membres de famille sont révélés être les otages. Le comte se lève et déclare qu'il ne respecte que ses compagnons parce qu'ils sont forts.
Il explique en outre qu'avant de prendre les armes, ils n'étaient pas différents des prisonniers eux-mêmes. Ils avaient été autrefois des fermiers, des charpentiers et des marchands, mais il dit que le passé ne lui importe plus. Il déclare alors que si les prisonniers ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes, il leur donnera une raison de le faire, et il commence à harceler l'une des otages à la vue de tous. Poussé par le désespoir, le mari de la femme se précipite sur le comte pour tenter de la protéger. En réponse, le comte tire la femme devant lui, l'utilisant comme bouclier humain pour bloquer l'attaque. L'homme se fige sous le choc, voyant sa femme prise en otage sous ses yeux. Sans aucune hésitation, le comte lui enfonce son arme dans le dos, la tuant devant son mari, le sang tachant sa lame. Il demande froidement aux autres pourquoi il reste là à ne rien faire. Il se moque même d'eux en demandant s'il doit les aider une fois de plus avant qu'ils ne se battent. Finalement, submergés par la rage, les prisonniers chargent le comte de toute leur force. Le comte les regarde se précipiter vers lui sans la moindre trace d'émotion. Il lance son arme en l'air, se préparant pour un véritable combat. En un clin d'œil, un massacre se déroule, et chacun d'entre eux est vaincu. À la fin, l'homme déclare que la faiblesse est un péché, et c'est la raison pour laquelle ils ont tous connu leur fin. Le comte Zahir, autrefois maître d'armes du groupe du héros, commande maintenant l'armée régulière. Son autorité est absolue. Il défend le territoire du protecteur si bien que le protecteur lui-même n'a jamais besoin d'intervenir. Tant que Zahir reste au pouvoir, l'armée révolutionnaire fait face à un mur d'acier. Bill se demande s'ils peuvent vraiment vaincre les forces de Zahir. En entendant cela, le garçon aux cheveux roux se moque de Bill en le traitant d'idiot. Il dit qu'une confrontation directe signifierait une mort certaine pour eux. Le garçon demande alors à Bill s'il sait au moins où ils sont. Bill observe les environs et remarque qu'ils sont dans un sous-sol, mais le garçon aux cheveux roux le coupe en pleine phrase et le corrige, disant qu'ils sont dans un tunnel souterrain. Puis vient le plus grand rebondissement. C'est une ville souterraine, une métropole cachée tentaculaire connectée à tous les coins du royaume. C'est l'arme secrète de la Révolution, un labyrinthe sous terre, une ville qui peut frapper n'importe où, n'importe quand. Le chef déclare qu'ils utiliseront les tunnels de la ville pour traquer Zahir. La scène se déplace vers le terrain d'entraînement. Bill se concentre avec son âme et son esprit, et de toute sa force, il attaque le mannequin. Malheureusement, l'épée en bois rebondit et s'envole de sa main. Sans hésitation, le commandant dit que Bill n'a aucun talent. Le commandant demande alors à Bill de rejoindre l'équipe révolutionnaire, déclarant que s'il le fait, il lui enseignera des techniques d'épée. Il explique en outre que l'avidité de Bill lui coûtera la vie. Bill reste là silencieusement et ramasse son épée sans donner d'explication au commandant. Soudain, Bill demande au commandant comment rassembler du mana. Le commandant prétend ne rien savoir sur le mana et dit à Bill qu'il devrait plutôt demander à un mage, pas à lui. Mais Bill réplique, disant qu'il a vu le commandant utiliser du mana en tuant son élève. Le commandant reste stupéfait, les yeux écarquillés d'incrédulité, et demande si Bill peut vraiment voir le mana. Soudain, le commandant se met à rire comme un fou, faisant l'éloge de Bill. Il souligne que Bill manque de maîtrise de l'épée, mais que cela n'a pas d'importance car il peut voir le mana, rempli de joie. Il se retourne et explique que cela vaudra la peine d'enseigner l'escrime à Bill. Portant le monstre géant, il dit qu'il est assez occupé en ce moment et qu'il se dirige vers l'Académie des héros. Il ajoute qu'il est un espion, après tout. Pendant ce temps, la scène se déplace vers le fief du comte Zahir où la machine militaire de l'Empire se met en marche. Un commandant de troupes donne des ordres clairs. Tout le personnel se divise en 3 escouades et cherche. Utiliser la magie de signalement dès la découverte de toute personne suspecte. Les soldats répondent à l'unisson. Compris. Leur discipline contraste vivement avec celle des révolutionnaires. L'Empire est organisé, efficace et implacable, mais les révolutionnaires savent frapper là où ça fait mal. La contre-stratégie est révélée. Un révolutionnaire déclare qu'ils vont saper le moral de l'ennemi par la guérilla, et c'est ainsi que cela commence. Des escouades sont prises en embuscade dans les tunnels et complètement anéanties. La magie de signalisation échoue et la panique se propage. Les capitaines souterrains, Draco et Mog de la Terre, mènent les assauts. Leurs frappes sont soudaines et impitoyables. La confusion règne parmi les troupes impériales. Les soldats crient, se demandant où les ennemis ont disparu, pour les voir réapparaître avec une précision mortelle. Les tunnels deviennent un champ de bataille cauchemardesque, engloutissant des escouades entières. Au milieu du chaos, les pièges de la recrue se révèlent dévastateurs. Une escouade est anéantie et les vétérans commencent à reconnaître sa valeur. Un vétéran fait remarquer que le piège posé par la recrue est incroyable. Un autre admet qu'on leur a dit de garder un œil sur cette recrue, et maintenant ils comprennent pourquoi. Les révolutionnaires narguent les soldats, leur disant de lâcher leurs armes et d'enlever leur équipement. Soudain, le garçon aux cheveux gris voit un homme bâti comme une tour qui semble se moquer de tout. Le blond s'avance, disant qu'il veut mettre fin à ce bain de sang pacifiquement. Soudain, un autre coéquipier lui crie de rester en arrière. Lorsqu'il se retourne, l'homme immense vise déjà sa tête. D'un simple coup, le chevalier abat le garçon comme une branche d'arbre. Le coéquipier et Bill sont stupéfaits, ne sachant pas ce qui vient de se passer. Le blond crie de se préparer au combat, les avertissant qu'ils ont affaire à un monstre et que de simples ruses ne fonctionneront pas sur lui. Le chevalier les dévisage comme un monstre fixant sa proie. Bill prend rapidement sa posture et remarque que le mana du chevalier est au niveau de celui de Baran, le commandant, voire plus élevé. L'armée révolutionnaire est au bord de l'effondrement.
Une silhouette sombre et imposante se dresse au-dessus d'un soldat tombé, tandis que les autres ne peuvent que regarder, stupéfaits et incrédules, sa présence écrasante. De loin, la commandante observe le carnage se dérouler, l'inquiétude gravée sur son visage. Un seul regard suffit à lui révéler la vérité, cette carrure massive, cette arme cruellement surdimensionnée. Ses craintes sont confirmées. C'est Kizom, le tristement célèbre bras droit du tyran Zahir, un symbole vivant de la force brute. La commandante comprend instantanément que l'affronter de front ne serait rien de moins qu'un suicide. Avec leur force actuelle, toute sa troupe serait massacrée. En dessous d'elle, les soldats sont déjà fauchés les uns après les autres, mais le désespoir ne la consume pas. Au lieu de cela, son regard s'aiguise avec détermination. Elle lance un ordre sans hésitation. Séparez-vous à gauche et à droite. Formation de flanc. Les troupes se déplacent instantanément, accordant une confiance absolue à son commandement. Les bottes résonnent sur le champ de bataille alors que les soldats se divisent en deux groupes. La poussière s'élève tandis qu'il charge. Le combat s'intensifie alors qu'il assaille Kazim des deux côtés, essayant de le submerger sous le nombre. Le plan devient évident. En attaquant depuis l'angle mort, il force Kazim à déplacer constamment son attention, limitant sa vision et ses réactions. Et dans ce bref instant de distraction, elle frappe. La commandante se lance dans les airs en utilisant le corps d'un soldat tombé comme point d'appui. Elle se précipite vers Kazim, la lame prête. Mais le boucher réagit instantanément, balançant son arme avec une force terrifiante. L'impact la projette en l'air et brise sa dague au contact. Pourtant, sa frappe touche juste assez, non pas pour le blesser, mais pour créer l'ouverture dont elle a besoin. Le feu dans les yeux, elle crie. Elle envoie le signal. La commandante a délibérément créé une distance entre elle et l'imposant Cosme. Bill, qui était en embuscade, lève le bras. Un appareil monté dessus commence à luire, rougeoyant d'une chaleur intense. La scène passe à un moment antérieur dans un atelier. Bill se tient à côté d'un maître artisan, posant une question qu'il se pose depuis longtemps. En discutant des munitions explosives, il demande pourquoi le mana n'est pas infusé directement dans les projectiles. L'ingénieur expérimenté à côté de lui écoute attentivement. Bhaskar, capitaine des ingénieurs d'artillerie, explique le problème. La poudre explosive est bien trop fine et instable. Contrairement aux autres armes, elle ne peut pas supporter en toute sécurité une infusion directe de mana. Bien que théoriquement possible, explique-t-il, cela nécessiterait un contrôle parfait sur d'innombrables variables, humidité, température, pression de l'air, bien au-delà de ce que notre technologie actuelle peut gérer. Bhaskar conclut fermement qu'avec leur équipement, c'est impossible, peu importe qui essaie. Si quelqu'un pouvait vraiment réussir un tel exploit, il devrait être un dieu. De retour au présent, Bill a un sourire narquois. Il prouve que l'impossible est faux avec deux simples mots. Explosion de feu. Une grenade à attribut de feu est lancée depuis son canon monté sur le bras, filant droit vers Kazim. À l'impact, une explosion massive se produit, engloutissant Kazim dans des flammes rugissantes. L'onde de choc déchire le champ de bataille, projetant des débris dans toutes les directions. La commandante et son aide, Edwin, regardent avec incrédulité la puissance destructrice, mais leur soulagement est de courte durée. Alors que la fumée se dissipe, Kazim s'avance, indemne. Edwin parvient à peine à crier un avertissement avant que Kazim ne fonce en avant. Dans un flou de mouvements, Kazim assène un coup de pied dévastateur qui envoie Edwin voler. Bill réagit instantanément. Il active explosion de glace. Une deuxième grenade est tirée, libérant une énergie glaciale qui s'écrase sur Kazim. La glace se propage instantanément, l'immobilisant en pleine charge. Son expression furieuse est figée dans une coquille cristalline solide, mais cela ne dure pas. Avec un rugissement irrité, Kazim déploie sa force monstrueuse et brise la glace de l'intérieur. À l'instant où il se libère, il charge droit sur Bill. Bill analyse la situation calmement. Ces armes ont été fabriquées à la hâte. Contre un adversaire comme Kazim, leur puissance brute est encore insuffisante. Malgré cela, Bill ne bat pas en retraite. Alors qu'il prépare un autre projectile, la commandante crie de toute urgence à Edwin de protéger Bill. Malgré ses blessures, Edwin obéit sans hésitation. Lui et la commandante se précipitent en avant, se plaçant directement entre Kazim et Bill. Ils connaissent la vérité. Bill est leur seule véritable source de puissance de feu. La commandante se rapproche, mais Kazim ne lui prête même pas attention. Son regard reste fixé uniquement sur Bill. Son expression se durcit. Elle est trop en retard. Changeant instantanément de tactique, elle frappe le sol avec sa paume. La terre sous Kazim s'effondre sans avertissement. Le sol cède, et sa charge est brusquement stoppée alors qu'il plonge dans une fosse piégée. Avant que quiconque puisse réagir, une autre silhouette atterrit sur le champ de bataille, se posant avec assurance alors qu'un rire éclate de sa bouche. Bill se tourne vers le nouveau venu, momentanément stupéfait. C'est Draco. Une petite créature nommée Mog est perchée sur son épaule alors qu'il s'avance avec arrogance. Alors c'est ça, le fameux nouveau venu. Il semble qu'il n'ait rien d'impressionnant. Il se moque. Les autres ressentent un soulagement immédiat à son arrivée, le reconnaissant comme le génie des Orions. Le commandant, cependant, reste prudent. Ne baisse pas ta garde, Draco. C'est Kessim. Le bras droit de Zahir, capitaine des chevaliers. Draco se fiche de choc, mais son expression se transforme instantanément en une excitation débridée. Il rit, disant qu'il a attrapé un gros poisson.
Mog glousse à ses côtés alors que Draco se délecte d'une gloire imaginaire, mais l'instant suivant brise sa confiance. Kazem bondit hors de la fosse avec une facilité terrifiante. Les yeux de Draco s'écarquillent, choqué, pensant quel genre de corps est-ce là. Kazim s'écrase comme un météore. L'impact déchaîne une violente onde de choc qui projette tout le monde en arrière. Tu m'énerves. Kazim grogne, sa voix suintant la malveillance. Une énergie sombre tourbillonne autour de lui alors que son intention meurtrière se fixe sur Draco. Je ne te tuerai pas rapidement. Kazim dit, je te briserai d'abord les jambes, puis je réduirai en poussière chaque os de ton corps. Alors qu'il s'apprête à attaquer, Bill prépare une troisième grenade qui brille d'éclairs dorés. Avant qu'il ne puisse tirer, Draco le tire sur le côté, évitant de justesse l'attaque de Kazim. Draco crie sur Bill, disant que le protagoniste est fou d'essayer de tirer d'aussi près. Draco le dévisage. Bill continue. Elle fonctionne. L'explosion de feu et l'explosion de glace n'étaient pas des échecs. Elles n'ont juste pas fait ce que tu attendais. Draco transpire, confus et frustré. Assez de bêtises. Laisse-moi faire. Disant cela, il charge en avant imprudemment. Mog saute d'une épaule, atterrit à côté de Bill et dessine un cercle lumineux sous ses pieds. Bill lève les yeux, surpris. Éloignez-vous tous de moi, crie Draco. Je m'occupe de lui. Kazim ricane. Même ensemble, vous échoueriez, et tu me défies seul. Tu es trop jeune pour comprendre tes limites. Un seul suffit, répond Draco, faisant tournoyer sa pelle, puis il la frappe au sol et crie fosse infernale. La terre explose et s'ouvre. Un gouffre massif engloutit Kazim tout entier tandis que Draco se tient en sécurité au sommet d'un pilier. Kazim plonge dans les ténèbres, rugissant de rage. Il dit qu'il n'a qu'à remonter. Les parois se tordent et se referment, le piégeant dans les profondeurs. Draco halète, un sourire aux lèvres. Ça a marché. Voyant tout le monde battre en retraite, il se retourne pour partir, puis s'arrête. Bill est toujours là, immobile. Draco crie sur Bill, disant qu'il a construit un tunnel de fuite pour eux et que la terre magique ne tiendra pas longtemps. Je t'entends, répond doucement Bill. Soudain, il n'y a plus aucun signe de Kazim dans le trou. Draco est perplexe. Un rugissement furieux éclate d'en bas. Kazim sort, enveloppé d'une aura bleue sinistre, plus fort qu'avant. Draco dit à Bill de s'enfuir vite, mais Bill reste calme. Ses yeux s'embrassent de bleu alors que sa vision de mana s'active. Dans sa vision, Kazim devient une tempête d'énergie chaotique. Bill suit chaque mouvement. Alors que Kazem se jette en avant, Bill active l'explosion de tonnerre. La foudre déchire la poitrine de Kazem, le projetant de la falaise dans l'abîme. Kazem regarde le trou dans sa poitrine, totalement incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Kazem chancelle en arrière sous l'impact. Juste au moment où il semble qu'il va perdre pied, il se propulse avec force contre la paroi de la falaise. L'instant d'après, il se lance dans les airs, s'élevant avec une force explosive alors que son arme se dirige vers Bill. Bill a à peine le temps de réagir, ses yeux s'écarquillant de choc devant l'agilité inattendue de la brute. Il beugle qu'il les réduira en poussière et fonce en avant, assénant un coup dévastateur droit sur Bill. L'arme fend l'air. Une violente onde de choc se propage, faisant vibrer l'air lui-même. Kazem se raidit, stupéfait par l'échec de son coup. Quand il baisse les yeux, il voit une fosse béante là où Bill se tenait quelques instants plus tôt. Son corps se met à trembler alors qu'une fureur aveugle l'envahit. Au même moment, le compagnon aux cheveux roux de Bill, qui venait de le mettre hors de danger, se précipite, agité. Draco crie sauvagement, traitant Bill de fou et lui demandant s'il a vraiment besoin de continuer à frimer. Bill ne lui prête aucune attention, mais Draco continue de hurler, lui disant d'arrêter de faire l'idiot et de battre en retraite pour qu'ils puissent se regrouper, insistant sur le fait qu'avec leur force actuelle, ils n'ont aucune chance de gagner. Dans l'esprit de Bill, une stratégie prend déjà forme. Il en conclut que leurs réserves de pierres de mana doivent être augmentées. Ses pensées s'emballent alors qu'il envisage d'utiliser du sang de troll comme catalyseur combiné à un liant de mana compact pour compresser le mana et augmenter considérablement sa densité de libération sur le champ de bataille. Kazim rejette la tête en arrière et rugit de rage, brandissant son arme dans toutes les directions en hurlant pour qu'il sorte. Pendant ce temps, Bill et Draco se retirent dans l'ombre, disparaissant dans les ténèbres. Bill sait que ce combat n'était pas suffisant, mais il jure silencieusement que la prochaine rencontre sera différente. Son regard se durcit de détermination alors qu'il termine sa pensée. La prochaine fois qu'ils se rencontreront, il le fera rôtir, c'est certain. Plus tard, à leur base, le capitaine de la résistance reconnaît leurs efforts, déclarant que Bill et Draco se sont bien battus. Tout le monde se rassemble autour d'une grande carte pendant que le capitaine fait le point sur la bataille. Il reconnaît que l'arrivée soudaine de Kazem a causé de lourdes pertes, mais qu'ils ont évité de justesse la destruction complète. D'un signe de tête, il les remercie tous les deux. Draco passe nonchalamment un bras autour des épaules de Bill, mais Bill se contente de ricaner, clairement peu impressionné par les louanges. À l'endroit au but, Bill se tourne vers le capitaine et demande quelle est la prochaine étape. Le capitaine glousse, lui disant de ne pas se presser car il était sur le point de l'expliquer. Il fait un geste vers la carte et présente la première phase de l'opération, l'unité de reconnaissance de l'ombre. Le capitaine explique que de grands effectifs sont inutiles. Leur véritable objectif est la guerre psychologique, maintenir l'ennemi dans une peur constante en rendant les attaques imprévisibles en temps et en lieu. Il place un marqueur sur la carte pour délimiter la première étape.
Ils frapperont une fois dans la forêt de l'Est. Pendant qu'ils parlent, une scène montre leurs forces tendant une embuscade aux troupes ennemies dans les bois sombres, plongeant la zone dans le chaos. Ensuite, ils posent un deuxième marqueur. Puis ils frapperont par le nord, annonce-t-il, décrivant l'étape suivante de l'assaut coordonné. La narration est accompagnée d'une image brutale. Un soldat pousse un cri en se faisant abattre, s'effondrant au sol, un sombre exemple des ravages causés par les attaques de guérilla planifiées. Le capitaine révèle alors l'élément le plus critique de la tactique psychologique. Un soldat ennemi sera délibérément autorisé à s'échapper. En bas, on voit une silhouette terrifiée sprinter à travers la forêt, désespérée de survivre, avec une expression froide. Le capitaine explique que ce seul survivant devient l'étincelle qui propage la peur dans les forces ennemies. La stratégie se déroule exactement comme prévu. À l'intérieur de la forteresse, les soldats chuchotent nerveusement au milieu de la nuit, se transmettant la nouvelle. Le 7e peloton a aussi été touché. Les rumeurs se propagent de manière incontrôlable, se répandant dans les rangs comme une traînée de poudre. Un soldat murmure à voix basse que seul un homme nommé Damian a réussi à revenir vivant de justesse, concluant que les patrouilles sont devenues un cauchemar éveillé, tout ça à cause de ces maudits salauds de taux. La voix off du capitaine explique leur raisonnement. Pour les soldats, le mur représente une sécurité absolue. L'unité d'assaut souterraine se met en mouvement. Draco apparaît avec un sourire suffisant, les bras croisés, visiblement impatient de voir la suite. En surface, la panique éclate alors que les soldats sentent de violentes secousses sous leurs pieds. Ils crient des avertissements, affirmant que ce doit être un tremblement de terre. Ils n'ont aucune idée qu'un tunnel souterrain a déjà percé à l'intérieur de la forteresse. Le sol explose lorsque l'unité de Draco jaillit vers le haut, prenant l'ennemi complètement au dépourvu. D'en-bas, Draco nargue les soldats terrifiés, son visage étiré en un sourire cruel et sadique, leur demandant comment ils sont censés dormir maintenant que le chaos a commencé. La narration calme et tactique du capitaine reprend, indiquant qu'ils frapperont à nouveau depuis l'est. Les images montrent une autre embuscade parfaite. Un soldat solitaire pousse un cri avant d'être abattu dans l'obscurité. Le plan se poursuit sans pitié. Une autre pièce est placée sur la carte, et ensuite, ils attaquent par le sud, en dessous. Un autre cadavre gît, immobile, sur le sol. Les assauts invisibles ne cessent jamais, usant lentement les défenseurs. La forteresse elle-même semble trembler alors que la pression psychologique anéantit le moral. Un garde solitaire en faction laisse échapper un gémissement brisé. Son visage blême et ses yeux terrifiés révèlent l'efficacité de la guerre psychologique de Bill. À la porte principale, 2 gardes restent en service, projetant une illusion de calme avant que le désastre ne frappe. Non loin de là, un autre garde lutte pour rester éveillé, sa posture avachie, de la bave coulant de sa bouche alors qu'il somnole. Soudain, un poing surgit de nulle part et s'écrase sur son visage. L'attaquant se révèle être Kazim. Enragé, le lieutenant ordonne immédiatement aux soldats de former une unité de patrouille. Ayant atteint son point de rupture, le commandant Kazim se tient là, du sang encore étalé sur ses phalanges, son expression tordue par une fureur meurtrière. Il grogne qu'ils partent à la chasse à l'assaut. De retour à la base rebelle, le capitaine déclare froidement que ce résultat était attendu. Alors que Kazim perd patience et commence à diriger personnellement les recherches, Draco, incapable de se retenir, crie avec excitation qu'il devrait attraper Kazim. Le capitaine le rabroue instantanément avec un refus catégorique. Il révèle la prochaine étape du plan. On le laisse partir. La scène passe à Kazim, exactement comme prévu, faisant sortir ses troupes de la forteresse pour chasser les rebelles lui-même. Draco, confus, exige une explication. Il demande pourquoi, rappelant au capitaine que la capture de Kazim était censée attirer Zahir. Le capitaine répond avec un sourire calme, la confiance se lisant sur son visage. Il dit pas encore et explique qu'il y a encore des détails à régler. Il explique la phase suivante en détail. Une fois que Kazim se met en mouvement, les opérations à l'extérieur du mur cessent complètement. Les images le montrent de plus en plus frustré, ordonnant à ses hommes de creuser plus profondément et de chercher avec plus d'acharnement, ignorant qu'il leur fait le jeu. Sa recherche ne donne rien, et il finit par pousser un rugissement furieux. Le capitaine continue, expliquant que pendant que Kazim perd son temps hors des murs, Bill et son unité se déplacent librement dans les rues désormais exposées de la forteresse. Leur route est dégagée. Les officiers de Kazim sont éliminés un par un. L'opération atteint sa phase la plus mortelle alors que l'équipe de Bill démantèle systématiquement la chaîne de commandement ennemi. Le capitaine résume la stratégie en renversant une pièce d'échec. Premièrement, ils ont répandu des rumeurs sur une terreur inconnue et imparable. Ils renversent une deuxième pièce. Deuxièmement, ils ont provoqué un manque de sommeil par des attaques incessantes et imprévisibles, laissant les soldats mentalement épuisés et constamment sur le qui-vive. Troisièmement, continue-t-il, alors qu'une image d'un officier tombé au combat apparaît, même les officiers eux-mêmes commencent à mourir. Ce coup final brise complètement la chaîne de commandement. Utilisant un échiquier comme métaphore, le capitaine explique que Kazim dirigeait autrefois ses soldats par la peur, les gardant sous un contrôle strict et encerclé. Cependant, cette nouvelle peur, bien plus terrifiante, d'un ennemi invisible, fait s'effondrer son contrôle, et ses pions commencent à disparaître un par un dans les ténèbres. Le prix de cet échec est dévastateur. Kazim est contraint de s'agenouiller, honteux, devant son supérieur. Une voix froide et autoritaire l'appelle par son nom, Kazim. Tremblant, il répond.
Son supérieur se révèle être le redoutable comte Zahir, un homme drapé d'or et de pourpre, le regardant de haut depuis son siège aux allures de trône. Zahir prend la parole, son ton lourd de déception. Récemment, j'ai entendu dire que la situation là-bas est devenue instable. Les rumeurs qui courent à votre sujet ne sont pas favorables. Il poursuit sa réprimande, demandant si même ses soldats ne lui obéissent plus. Kazim grimace alors que Zahir l'enfonce davantage, déclarant sans détour qu'il est sous-estimé. La panique s'installe alors que Kazim se précipite pour défendre sa dignité. Qui oserait mépriser Kazim, celui que vous avez personnellement nommé? Le comte Zahir ne semble pas impressionné. Il fredonne pensivement en jetant un œil à un document, puis fait nonchalamment craquer ses doigts. Sans aucun avertissement, il froisse le document dans sa main et libère une violente vague d'énergie rouge droit sur son subordonné. L'explosion frappe la poitrine de Kazim de plein fouet, le projetant en arrière et le faisant s'écraser lourdement sur le sol poli. Zahir s'approche de lui, les yeux glacials et cruels, et demande avec une curiosité feinte s'il se trompe, alors que l'autre se serre la poitrine de douleur. Un Kazim terrifié ne peut qu'étouffer que ce n'est pas ce qu'il voulait dire et qu'il est désolé. Zahir se penche en arrière, sa voix dégoulinant de mépris. Il explique qu'il y avait une raison pour laquelle il a placé quelqu'un d'aussi stupide que Kazim à ce poste et lui demande s'il comprend. Il donne alors son dernier ordre glaçant au commandant tremblant, lui disant de se montrer utile. De retour parmi les rebelles, le capitaine fait un geste vers la carte, concluant son explication stratégique précise. La stratégie étant finalisée, le capitaine pose une dernière question au groupe. Qui affrontera directement Kazim? Il se tourne vers ceux qui ont personnellement été témoins de la force de Kazim. Draco, l'ayant combattu lui-même, est tout à fait d'accord avec l'évaluation de la puissance de Kazim. À 1000%, dit-il, les yeux écarquillés. C'est un monstre absolu. Alors que d'autres commencent à proposer leurs plus puissants combattants, Bill s'avance, leur coupant la parole en déclarant calmement qu'il s'en chargera. Son regard est fixe alors qu'il s'adresse au groupe, affirmant qu'il peut s'occuper de Kazim. Draco réagit avec une incrédulité totale, levant les bras au ciel et demandant comment et avec quoi. Il rappelle à Bill leur défaite précédente, se remémorant leur première rencontre, soulignant que Kazim n'avait même pas réagi aux attaques de Bill. Le capitaine observe Bill attentivement, ses yeux perçants sentant que quelque chose de plus se cache derrière sa confiance. Bill répond calmement, expliquant son raisonnement. La seule raison pour laquelle j'ai échoué la dernière fois, c'est que ces balles magiques ont été fabriquées sur le champ. Dit-il, son regard se faisant plus froid. Cette fois, c'est différent. Il révèle son atout en une seule phrase. Les améliorations sont terminées. L'image montre sa nouvelle arme, un cylindre de métal dense et puissant. Draco n'est toujours pas convaincu et s'emporte, perdant patience. Et si ça ne marche toujours pas, on fait quoi? Il crie. Le visage du capitaine devient sérieux alors qu'il approuve l'argument de Draco, reconnaissant le risque. Si nous manquons cette occasion, qui sait combien de temps il faudra avant d'en avoir une autre? Pour dissiper tout doute restant, Bill fait un geste solennel, posant fermement sa main sur la table de stratégie. Alors que tout le monde le dévisage, il offre le prix ultime de l'échec, son bras droit. Il les regarde droit dans les yeux et fait un serment inébranlable. Si j'échoue, je vous donnerai mon bras droit. Le poids de sa promesse laisse toute la pièce dans un silence stupéfait. Draco, déconcerté par ce serment extrême, se moque et se détourne en disant qu'il n'a pas besoin de sa main. La tension se brise soudainement lorsque le capitaine éclate d'un rire bruyant et tonitruant, déroutant Draco. En regardant le capitaine rire, Bill sourit légèrement, acceptant le défi. Bien. C'est donc comme ça que tu veux jouer. Après s'être ressaisi, l'expression du capitaine redevient sérieuse. Avec sa confiance entièrement placée en Bill, il se penche en avant et demande, alors, quel est le plan? La scène change. Suivant le plan des rebelles, Kazim marche seul sur un sentier forestier désert à la recherche de ses ennemis insaisissables. Il s'arrête soudainement, sentant une présence. Dans la clairière, devant lui, se tiennent les deux silhouettes qu'il traquait. Le visage de Kazim se crispe de rage en les reconnaissant. Il grogne. On se retrouve enfin. Il lance un regard furieux à Bill et Draco. Sa voix pleine de venin, il crache, sale taupe d'enfoiré. Bill est prêt. Il sort sa création ultime, un répulseur tout droit sorti des Iron Man, et le pointe vers Kazim.